Vers 1904, Jules Durand anima des conférences lors de réunions d'éducation populaire à la Maison du Peuple et à la Bourse du Travail au Havre. Alors journalier dans les docks entrepôts, il défendait ses convictions, y compris sur les lieux de travail du port. Aucun compte-rendu ne nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Jules Durand a ses habitudes dans plusieurs librairies du centre-ville, mais en ce début d'année 1906, c'est dans une petite librairie, rue Émile Zola, que Jules Durand trouve un ouvrage sur William Morris. Il amorce aussitôt une première lecture tout en rejoignant les docks et entrepôts, où il travaille parfois comme journalier. Plongé avec intensité dans la pensée de William Morris, l'ouvrier Jules Durand marche lentement dans la ville. Immergé dans sa découverte, il relève déjà les passages qu'il lira demain lors de 2 réunions syndicales prévues à la Bourse du Travail, puis à la Maison du Peuple. Traversant souvent par le quartier Saint-François, Jules ne manque jamais de saluer, rue Saint-Louis, son ancien maître d'apprentissage. Bonjour Pierre, belle journée. C'est là, à 16 ans, que tout a commencé. Le travail du cuir, le travail de la main. L'ouvrier du port passe souvent soutenir lors de courtes pauses les parias du quai à charbon que tout le monde méprise, les charbonniers du quai Colbert. Difficile de remonter le moral de ces miséreux, mais pour Jules, c'est un point d'honneur de les considérer. Pas de débardage aujourd'hui, le quai est silencieux. Quel personnage ce William Morris. Peintre, dessinateur, architecte, imprimeur, poète, écrivain et conférencier. Impressionnant. Quelle pensée, quelle humanité. Et Jules Durand reprend sa marche vers les docks et entrepôts, où il travaille parfois à la journée quand l'embauche est favorable. Les jours chômés, quand il ne s'occupe pas de son élevage de pigeons, il ne manque pas de rendre visite à ses camarades des docks du quai Frissard. Il est important de rester proche de ses compagnons de labeur, lui qui est depuis peu trésorier du syndicat CGT de la compagnie des docks et entrepôts. Oh, dis-toi, tu ressembles à l'âme des pigeons. Coucou, coucou. Hey Jules, comment tu vas? Tu viens voir Gustave? Salut les copains. Non, mon père est chez lui. Comme pour moi, pas de travail aujourd'hui. Je passais vous dire qu'il y a des conférences demain à la Bourse du Travail et à la Maison du Peuple. Non, on regrette, on pourra pas venir t'écouter, Jules. On est débordé jusque tard. On sera au coton jusqu'à la nuit. Mais dis-nous, Jules, cause-nous-en déjà un peu. Et tu parleras de la lutte contre l'alcoolisme? Non. En ce moment, je sensibilise sur le machinisme. Je parlerai demain de William Morris. D'accord. Je vous en dis quelques mots. William Morris est né à Londres en 1834 et mort en 1896. C'est une personne singulière, prolifique dans plusieurs domaines, à la pensée lucide, pertinente. Rendez-vous compte, non seulement il a imaginé des motifs pour le textile, mais il était également peintre, dessinateur, architecte, imprimeur, poète, écrivain et conférencier. Peu connu en France, son humanisme force le respect. Il rejoint notre combat social. William Morris récuse l'affirmation selon laquelle les machines auraient pour fonction de diminuer la pénibilité du travail. Pour Morris, les machines industrielles ont avant tout pour fonction de générer de gigantesques profits. Elles sont essentiellement des inventions au service de l'économie capitaliste. Jugez par vous-même. Je vous lis 2 courts extraits que je reprendrai sans doute demain. Le premier, dans sa conférence « L'art en plutocratie », qu'il a prononcé à l'université d'Oxford en 1883. À n'en point douter, c'est que
à l'époque toute récente où l'on a effectivement inventé quantité de machines, le but n'était nullement de supprimer les aspects pénibles d'une tâche donnée. Quand on parle de machines permettant d'économiser de la main-d'œuvre, c'est une ellipse. Cela veut dire en fait machines qui permettent de faire des économies sur le coût de la main-d'œuvre elle-même. Et puis, il y a sa conférence, l'adéquate de l'ersatz, prononcée en novembre 1894 à Manchester. Il prévient sans doute avec beaucoup de lucidité. La société de l'ersatz continuera à vous utiliser comme des machines, à vous alimenter comme des machines, à vous surveiller comme des machines, à vous faire trimer comme des machines, et vous jettera au rebut comme des machines lorsque vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche. Les amis, sachez que je partage en totalité ces propos. C'est important. Ces propos nous éveillent. Ils doivent nous mettre en action pour les siècles à venir. Sur ce, je dois me retourner. Parlez-en. Je présenterai William Morris en premier à la Bourse du Travail à 18h. En cette fin de journée, un cargo amorce une manœuvre d'accostage dans le bassin Vauban. À 2 pas de la cale au bois sur le quai de Suède, Jules Durand médite, observant au loin les charbonniers de nouveau en action sur le quai Colbert. En 1908, Jules Durand est congédié des docks et entrepôts pour action et propagande syndicale. En 1909, il devient chef d'équipe à la société d'affrètement. Il recrute les ouvriers charbonniers, devenant leur chef de bordée. En 1910, il est élu secrétaire du syndicat des ouvriers charbonniers. La même année, l'appareil Clark, ce grand ponton-grue que l'on nommera le Tancarville, sera le point de départ de la grève des ouvriers charbonniers. Rapidement s'organise une conspiration de la Compagnie générale transatlantique, aboutissant au destin funeste de Jules Durand.